Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat et ce matin, nous allons nous intéresser à la rénovation, au secteur de la rénovation. Et on va se poser la question de savoir s'il faut ou non industrialiser la rénovation thermique pour diverses raisons. Et avec moi, 4 invités pour y répondre. Monsieur Sébastien Delpont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Energy Sprong. Et je vais vous demander de nous présenter rapidement Energy Sprong. Absolument. Donc Energy Sprong, c'est un mouvement européen qui vise à accompagner la massification de la rénovation énergétique zéro énergie. C'est d'arriver à d'accélérer et de faire que le plus grand nombre de rénovations soient faites à ce niveau d'ambition énergétique très élevé. Et donc nous, on joue un rôle de facilitateur dans l'écosystème, d'être en lien entre les entreprises qui vont faire les travaux, entre les maîtres d'ouvrage qui vont les commander, et les autorités et les financeurs pour arriver à tout ce que se passe pour le mieux, parce que rien n'a été prévu pour qu'on arrive à changer d'échelle pour ces rénovations aussi ambitieuses. Parce que ce qu'on veut concrètement, c'est faire des rénovations encore plus qualitatives que ce que l'on fait en logement neuf. D'accord. Alors, on n'a pas de maître d'ouvrage, mais on a une entreprise à côté de vous. Monsieur Benoît Grandemange, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Isor Bâtiment. Une présentation d'Isor Bâtiment. Isor Bâtiment a été créé il y a une trentaine d'années. Elle salarie aujourd'hui 150 personnes et notre principal métier est d'opérer à la réhabilitation énergétique des bâtiments en revêtant les murs d'isolants et de parements. Vous êtes un spécialiste de la façade. On est un spécialiste de la façade, on peut le dire. À côté de vous, monsieur Joël Ménard, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant fondateur de Dom Innov. Et je vais vous poser la même question. Dom Innov, qu'est-ce que c'est ? Donc Dom Innov, à l'origine, c'est une start-up que j'ai créée en 2012, dont l'objet est de fabriquer de manière industrielle des solutions de construction, tant en mur qu'en toiture, sous un format un petit peu différent de ce qui existe dans le monde de la construction bois. Voilà, je ne l'ai pas dit, c'est un produit bois. C'est un produit bois. On en reparlera de toute façon tout à l'heure. Et à côté de vous, donc, monsieur Jocelyn Gac, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle énergie environnement des Compagnons du Devoir. Alors, je ne vais pas vous demander de présenter les Compagnons du Devoir, mais de présenter ce pôle énergie et environnement. Alors, le pôle énergie environnement travaille sur 3 axes. C'est le centre de ressources des Compagnons du Devoir pour l'ensemble de ces facteurs énergétiques et environnementaux. Autrement dit, quand une réglementation thermique ou environnementale arrive, c'est le pouvoir faire en sorte que tous les métiers puissent trouver de la ressource. C'est aussi un centre d'expérimentation, donc qui dit nouvelle évolution technologique ou réglementaire, il faut savoir l'anticiper, le préparer. Donc on expérimente à la fois de nouveaux modèles pédagogiques ou alors de nouvelles techniques constructives. Puis aussi, on a un rôle d'attractivité des métiers, où on travaille avec d'autres écoles, d'autres universités, pour rendre un petit peu plus visibles et désirables les métiers du bâtiment. Les métiers du bâtiment, important. Première question à tous les 4. Faut-il industrialiser la rénovation énergétique et la rénovation thermique en France? Et si oui, pourquoi? On n'a pas le choix que de changer d'échelle en termes de rénovation énergétique. On voit bien les conséquences sociales qu'ont les hausses de quelques centimes des prix de l'énergie sur la situation du pays. On doit changer d'échelle. La question, c'est comment on passe d'une logique où on fait des rénovations qui font quelques pourcents d'amélioration énergétique à régler le problème une fois pour toutes, pour toujours. Et c'est tout le sujet, c'est comment on arrive à faire ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui savent faire extrêmement bien les travaux. La question, c'est que si la spécification du maître d'ouvrage est tout le temps différente, on ne va pas être en mesure d'industrialiser, de faciliter, de reproduire en tout cas ces méthodes. Et tout le sujet auquel on doit faire face, c'est par rapport à cet enjeu climatique et social majeur, c'est de ne plus être dans le sur-mesure à chaque fois. On doit travailler de plus en plus sur les typologies de bâtiments qui le permettent, c'est pas tous, d'arriver à du prêt-à-porter pour rhabiller autant que possible ces passoires énergétiques. Il n'y a pas un risque d'uniformisation? C'est la question qui doit revenir à chaque fois, j'imagine. Et de l'absence de projet architectural ou de requalification architecturale derrière? C'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire la place des Vosges de cette manière. Mais il y a beaucoup de bâtis non remarquables. D'ailleurs, c'est là qu'habitent les précaires énergétiques. Ils n'habitent pas dans de l'architecture remarquable en général, qui sont des bâtiments en deuxième couronne des villes ou bien dans les cités dortoirs, dans lesquels il y a beaucoup à faire. Et pour le coup, ça va être une amélioration énergétique et on va créer une diversité architecturale. Il ne faut pas opposer industrialisation et qualité d'architecture. On peut préassembler des éléments pour lesquels il y a une conception, une intelligence de conception architecturale qui aurait été au rendez-vous. Je dis ça parce que c'est la peur qu'il y a derrière. Absolument, on et effectivement, c'est quelque chose qu'il faut régulièrement, arriver à déminer. C'est-à-dire qu'il y a plein de secteurs industriels, on est sorti du modèle dans l'industrie du début du XXe siècle où vous pouviez avoir n'importe quelle couleur du moment que c'était noir.
Donc je veux dire, on est changé de cette époque. On a changé. Faut-il industrialiser? Alors, une évidence pour Isor, mais c'est aussi pour le secteur du bâtiment en général. C'est à peu près le seul secteur d'activité au monde, enfin tout au moins en France, sur lequel on n'a pas pensé à l'industrialisation. Donc pour Isor, c'est quoi? C'est la simple observation, vous posiez à l'instant la question. Nous, on reproduit 5 ou 6 fois la même chose, on trace nos repères sur les bâtiments, on pose des équerres, on pose des ossature, on pose de l'isolant et on pose du bardage. Ceci est la même technique depuis des années. Et en fait, on nous dit à chaque fois c'est quelque chose de différent. Le bâtiment, certes, est différent, la taille des fenêtres sont différentes, l'emplacement des portes, mais le mode constructif reste le même. Mais il reste manuel. Donc nous, notre réflexion à partir de là, c'est d'observer sur les autres secteurs d'activité comment ils ont eu cette démarche. Et on l'a inscrit dans trois axes. Le premier, c'est lors des études, en intégrant le BIM. Et nous sommes une des sociétés qui l'avons intégré depuis 5 ans. Et dans le bâtiment, c'est quand même, on était les précurseurs. La deuxième phase était le Lean, donc c'est-à-dire c'est le mode constructif qu'on fait évoluer sur chantier, par observation et par itération, en faisant appel à nos compagnons pour l'amélioration. Ça passe par l'industrialisation. Et enfin, c'est ce nouveau mode constructif préside à la réflexion de comment on industrialise. Donc soit c'est fait en amont avec des industriels, soit on imagine le faire en pied de façade pour éviter de passer du temps. Et ça, c'est aussi une réponse à un phénomène sociologique, on manque de main d'œuvre. Donc on doit passer moins de temps sur les chantiers. Parce que travailler sur le chantier, c'est être soumis aux intempéries, c'est faire des déplacements pour certains compagnons. Donc on se doit de remplir notre métier en optimisant le temps passé. D'accord. Optimiser le temps passé, donc là il y a autre chose derrière, hein, mais on va y revenir avec les compagnons. Sur les industriels que vous représentez, on va dire aujourd'hui, bon, vous avez développé de toute façon dès le début, vous êtes parti sur l'industrialisation, donc j'imagine que vous êtes convaincu. Pourquoi vous êtes convaincu? On est convaincu dans la mesure où on va vraiment tenir à cœur d'améliorer en fait les conditions de travail des gens qui sont sur chantier. Curieusement, on va dire, c'est pas antinomique avec le métier d'industriel, c'est qu'on pense aux gens qui vont mettre en œuvre nos produits, donc on le fait avant tout pour que ça se passe bien, que ça se passe dans des bonnes conditions, pour améliorer le résultat final et anticiper, on va dire, les emmerdements chantiers qu'on va trouver systématiquement. Donc, dans ce cadre-là, oui, il faut absolument industrialiser, mais l'industrialisation, c'est pas un gros mot et ça n'a pas à faire peur au monde du bâtiment. Ça va améliorer la qualité du résultat et on va dans le bon sens pour tout le monde de cette manière-là. Vous vouliez ajouter quelque chose et après je vous donne la parole. Je voudrais juste rebondir sur les aléas de chantier. C'est-à-dire que nous, on est parti, quand on est en réunion de chantier, ça paraît naturel qu'on ait des réunions de chantier et que tout le monde solutionne ses problèmes. C'est bien cette démarche-là que nous voulons mettre à plat. C'est-à-dire qu'on pense que les aléas, c'est pas un mal nécessaire, c'est une erreur de fonctionnement. Et plus on aura anticipé de par le BIM ou de par la préfabrication, on éliminera ces aléas de chantier qui coûtent cher finalement au maître d'ouvrage et à tout le monde. D'accord. Du côté, de votre côté à vous, faut-il industrialiser? En fait, la réponse qu'on apporte, nous, compagnons, dans le cadre d'un projet qu'on vient d'expérimenter dans les Hauts-de-France... Voilà, alors on le verra tout à l'heure, hein, mais d'une manière plus générale. La réponse, c'est l'industrialisation quand c'est possible, quand c'est nécessaire, l'adaptation de cette industrialisation quand ça sert le propos, et puis au final, le sur-mesure quand il est requis par le client, quand il est finançable par le client, et de rendre justement les choses pas excluantes, mais bien d'avoir une relation tripartie entre ce qui peut et doit être préfabriqué ou fabriqué même de façon standardisée, ce qui peut être préfabriqué à la cote, et ce qui ne peut pas finalement pour X raisons être pensé en amont de façon standard. Là, on arrive aussi un petit peu, comme vous disiez, on ne va pas refaire la place des Vosges avec un système ou un process EnergySprong, mais il y a tout un tas de choses qu'on peut penser de façon standardisée et de les adapter dans un cas particulier. Oui, je voudrais rebondir sur la comparaison par rapport aux industries, parce que c'est assez important dans le progrès que le bâtiment peut faire. Aujourd'hui, on ne s'imagine pas que la Ford T, il y a quelques années, était produit d'une manière similaire pour tout le monde. Il y a déjà longtemps. Oui, il y a très longtemps, mais aujourd'hui, quand on regarde l'industrie automobile, il n'y a pas un seul et même véhicule qui sort de chaîne. Le premier est bleu avec des sièges d'une couleur donnée, avec je sais pas, un bas de caisse différent et des roues différentes et des essieux différents. Et donc chaque voiture est individualisée.
tout en ayant un processus industriel. Et c'est ça la quête du bâtiment. C'est ça que cherche le bâtiment. Après, je vous redonne la parole. Je voudrais qu'on revienne sur l'aspect formation et l'aspect vraiment des gens qui font, des compagnons. Hein. Je pense qu'il y a deux aspects qui sont intéressants, c'est de se dire quel pourcentage d'industrialisation et qu'on n'est pas de façon blanc ou noir tout industrialisé ou pas du tout industrialisé. La réalité, c'est qu'on utilise beaucoup de produits industriels dans le bâtiment. On n'a pas forcément poussé l'industrialisation jusqu'à la mise en œuvre, à ce processus. Est-ce que je réfléchis à la machine qui va poser le système de façon intégrée? Donc le challenge, c'est d'arriver à pousser le pourcentage d'industrialisation du secteur le plus haut possible, parce que c'est bien ça qui va pouvoir nous dégager des moyens de faire des beaux projets spécifiques quand c'est nécessaire, ce qui est exposé par monsieur. Et deuxième aspect important de l'industrialisation et un co-bénéfice qui va être précieux à ça, par les gains de temps, d'aléas, de qualité, c'est aussi l'expérience utilisateur. On a un sujet qui fait rêver personne aujourd'hui, la rénovation énergétique. Quand on arrivera à une qualité d'expérience vécue aussi incroyable, parce qu'on aura ces processus beaucoup plus maîtrisés, on va avoir un bouche à oreille tellement positif sur les gens qui la réclameront, que c'est comme ça qu'on fera exploser le marché. Ça fait bien longtemps que les vendeurs d'automobiles ne vendent plus de la mécanique. Ils vendent une expérience. Et c'est quoi cette expérience vécue de la rénovation? Et ce gain qualitatif que va permettre ces travaux va être absolument nécessaire pour faire exploser le marché. Et c'était tout le challenge qui nous attend d'un point de vue industriel et climatique. C'est de plus vendre de la technique, mais c'est de vendre un service et notamment le fait qu'on soit capable de faire demain les travaux. Alors certains bâtis en une semaine, d'autres en un mois. Ça va changer les choses. On sort de cette vision où les travaux c'est long, c'est pénible, il y a de la poussière, il y a des malfaçons, ils y reviennent à 3 fois. Non, ça c'est pas possible, on l'a exprimé. Mais c'est effectivement un gain pour le coût de qualité, pour les professionnels maîtres d'ouvrage, mais surtout pour la personne qui vit. Et cette personne, cette expérience utilisateur vécue de la rénovation qui doit s'améliorer très fortement, c'est central. Je reviens sur les compagnons. Et sur la formation, comment est vécu et comment vous transmettez cette idée que le secteur va s'industrialise et est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose compte tenu des difficultés qu'a monsieur notamment pour recruter? Alors je crois qu'on a un déficit d'image et l'industrialisation de la rénovation énergétique des bâtiments c'est un peu le cumul de plusieurs déficits d'image. Donc on a un vrai intérêt à aller aussi remettre la place de l'homme et de la femme de métier dans ce contexte-là. C'est-à-dire que ce que j'évoquais juste avant, on ne constate pas forcément un transfert de main-d'œuvre non qualifiée du bâtiment vers l'industrie, on va dire, couverte, du fait d'une évolution technologique. Donc au niveau de l'emploi, il n'y a pas forcément ce transfert et ni même un transfert des conditions de travail sur ce sujet. Sur la question de la place de la main-d'œuvre, pour moi, elle se pose à plusieurs échelles. Elle se pose déjà sur le fait, effectivement, nous n'avons pas aujourd'hui assez de main-d'œuvre qualifiée en France. C'est clair. Mais nous n'avons pas assez de main-d'œuvre qualifiée en France aujourd'hui parce que l'image des métiers dont on parle n'est pas redorée ni grâce à un process ni grâce à un autre. C'est juste parce que être maçon aujourd'hui en France, c'est péjoratif. Donc ça, c'est un travail, vous le savez, nous le portons les compagnons. Mais il y a aussi quelque chose qui est en train d'émerger. C'est le sens aujourd'hui d'être ouvrier, d'être artisan. Et dans cette évolution à la fois de la jeunesse et à la fois des personnes qui sont en reconversion professionnelle, on remarque quelque chose. Ces personnes vont vers les métiers du bâtiment parce qu'il y a un sens à le pratiquer. Et ce sens, c'est parfois la relation avec l'occupant, la relation avec l'habitant. Et finalement, même dans un process de préfabrication, moi je suis issu du monde de la métallerie, on préfabrique quasiment tout et on a très peu de temps d'intervention sur un chantier. Malgré tout, c'est ce lien avec celui qui est en place qui change finalement la donne de j'aime mon métier ou je pratique un métier. On est plus sur un déficit d'image finalement que... Enfin, excusez-moi, je vous interromps parce qu'il faut qu'on passe aux exemples concrets. Hein. On a vraiment besoin de redorer le blason des métiers, de redonner l'industrialisation et peut-être un moyen de redorer le blason. Alors, j'ai beaucoup aimé l'approche BIM et Lean parce que finalement, ces outils apportent deux choses dans la compétence et dans l'image. Déjà, une espèce d'optimisation, d'efficience dans le process, qui fait que parfois, les métiers du bâtiment sont pénibles parce qu'on se déplace pour rien sur un chantier et que c'est fatigant. C'est peut-être difficile à imaginer pour qui ne fait pas quelques kilomètres par jour, mais c'est fatigant. Et c'est vrai que c'est des procédés qui peuvent permettre à la jeunesse d'avoir un autre regard sur le métier. Par contre, l'industrialisation, le terme peut-être qu'il nécessite d'être mieux défini dans l'image collective parce que finalement, c'est quelque chose qui,
quand on pense industrialisation pour un maçon, déjà que l'idée de la maçonnerie elle-même n'est pas forcément bien perçue. Être maçon aujourd'hui, c'est pas être maçon du 19e siècle. Cette image-là, aujourd'hui, la retravailler avec l'industrialisation me permettra d'être et de vivre autrement mon métier. C'est possible, je ne suis pas sûr aujourd'hui que ce soit pleinement le cas. Alors, une réaction rapide tous les deux. Et il y a un point essentiel qui a été soulevé, c'est à quoi je contribue. C'est pas la même chose de tailler une pierre ou de construire une cathédrale. Dans quel projet positif je m'insère? Alors que c'est la même action, mais c'est vraiment se projeter. Là, je suis en train de contribuer à un changement de société, sortir en masse les gens de la précarité énergétique. Ça, c'est un projet positif, inclusif et important. L'idée, c'est comment on sort de ces visions. Je veux dire, ça ne va pas être enfermer les gens dans des endroits où il va y avoir de la fumée noire qui va sortir. On va parler d'ateliers, on va travailler dans des conditions de travail, de sécurité qui vont être améliorées. Par ce gain, on va plus facilement voir ses collègues, faciliter les retours d'expérience parce qu'on va préassembler, travailler les choses de façon différente. Des choses simples dans la façon de fonctionner. Et c'est aussi des méthodes à aller chercher ailleurs. Il y a pour la première fois, alors que je connaisse, mais en tout cas des camarades hollandais qui m'ont expliqué comment ça marchait, ils ont installé des caméras sur les casques de chantier. Bah oui, il y a des casques de chantier sur l'intervention. Il y a des séances vidéo. Il n'y a pas que Didier Deschamps avec Kylian Mbappé qui fait ça. Il y a aussi des chefs de chantier avec leurs équipes qui, chaque semaine, font des séances vidéo de comment on améliore les choses qualitativement. Et c'est cette démarche positive dans laquelle on s'insère, où ce n'est pas les méthodes de travail habituelles. Et voilà, c'est pas germinal. C'est important que les gens l'aient en tête. Votre voisin trépigne. Oui, parce que je rentre sur le concret. C'est-à-dire que nous, le BIM, concrètement, une fois que la maquette est construite, elle est mise sur une tablette pour nos compagnons. Ce qui veut dire que nos compagnons, aujourd'hui, sont en lien direct avec le plan et peuvent, avec un stylet, faire des modifications de plan où il y a une promesse interne de les modifier sous 48 heures. Et alors, l'impact que ça donne, c'est-à-dire que les premiers chefs de chantier qui sont rentrés chez eux dans leur famille, on parle de déficit d'image là, sont arrivés avec une tablette. Et les enfants ont découvert que ils n'avaient pas une visseuse autre entre les mains, c'est que leur père était connecté. Donc là, ça a été un facteur de valorisation du métier du père. C'est-à-dire que d'un seul coup, il était connecté, il avait sa tablette. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur cette tablette-là, elle sert à donner, puisque nous, on a des trames de façade, elle sert à donner le juste besoin. Donc ça, c'est la démarche Lean qui arrive, le juste besoin pour faire ce qui est prévu dans la journée, enfin dans le temps imparti. Et là, ce qui se passe, c'est que nous, on a notre propre centre de formation depuis 7 ou 8 ans, que l'on faisait dans un centre de formation externalisé, et que depuis 1 an, on a décidé de faire cette formation-là sur chantier. Parce que le Lean nous dit que la vérité vient du terrain. Bien sûr, elle est itérative, mais elle vient toujours du terrain. Donc faire des formations qui étaient déconnectées nous permet aujourd'hui d'intégrer, évidemment, on n'a pas de gens formés qui arrivent de l'extérieur, et donc on les prend à l'état où ils sont. On a une petite codification, nous, pour dire au stade de compétences que nous on estime avec le chef de chantier, et on leur fait passer des stades avec un formateur transverse qui vient et qui leur explique les premières tâches. Donc là, on est très concret dans chaque démarche entre BIM, Lean, et puis on est dans la démarche de préfabrication avec Dominov. Et on va y aller tout de suite. Expliquez-nous un petit peu donc le système cette fois-ci et comment vous l'avez un peu transformé pour un projet que vous faites avec Isor. Il nous reste très peu de temps, je suis désolé, et on finira avec vous. Oui, donc nous on va travailler avec un principe de caisson bois dans lesquels on va intégrer un isolant fibre de bois. Donc c'est à l'origine un produit structurel, c'est un produit porteur en fait, et qu'on a dérivé vers un produit non porteur qui va simplement être utilisé plus comme une espèce de cassette biosourcée en fait qu'on va plugger sur la façade avec une modularité assez large et puis surtout un poids qui fait que tout va pouvoir se manipuler à la main. On s'est vraiment attaché à avoir quelque chose de manu portable pour ne pas tomber, on va dire, dans les extrêmes de la préfabrication où aujourd'hui, la plupart du temps, la préfa en neuf, ce sont des gros éléments qui se posent à la grue, qui demandent du convoi exceptionnel, une logistique très lourde. Donc on a essayé de ne pas amener ces contraintes, ces problématiques, justement par rapport à un milieu rénovation où on a de l'existant, où on pourrait difficilement amener des éléments lourds. On reste agile, on reste léger. Et on utilise la compétence des compagnons pour qu'il y ait une mise en œuvre sur chantier, mais qu'on va essayer de raccourcir, qu'on va essayer de... C'est-à-dire que vous apportez, au lieu d'avoir les couches, on va dire, du système, avec l'isolant, puis ensuite le sous-enduit, le corps d'enduit, enfin, et ainsi de suite, vous apportez la totalité.
Plutôt avec un bardage peut-être sur un système comme celui-ci. On va plutôt travailler sur un système sec justement pour essayer de tenir ces délais courts. On ne va pas amener forcément une voie humide en termes de finition, mais... Oui. Vous voulez? C'était juste un peu en mode synthèse-conclusion sur ces éléments. Je pense que par rapport à cette question de industrialisation et rénovation, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas une recette unique. Il y a plein de recettes différentes. Et par contre, il n'y a pas une recette dans laquelle il n'y a pas un ingrédient qui sera l'industrialisation. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à démocratiser au plus grand nombre les rénovations énergétiques performantes. Très rapidement, vous testez ça où et pour quel type de projet et jusqu'où va le niveau de finition? Alors aujourd'hui, on est dans le concours Energy Sprong, c'est d'où notre présence ici. Donc on est dans la partie conception. Enfin, nous, on est assez avancé. On n'a plus qu'un chantier à le mettre en place. Il a déjà été réalisé sur du pavillon. Nous, le vœu, c'est de le faire sur de gros ensembles immobiliers. Voilà, ça c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Après, le niveau de finition, ça va dépendre des matériaux. Ce qui est quand même important, à chaque fois qu'un bâtiment est fini, le gros œuvre disparaît de la vue et il reste toujours la façade et le parement. Et c'est ça le sens de nos compagnons, c'est ce qui reste. Donc nous, aujourd'hui, on apporte cette modularité totale en disant on pourra le préfabriquer ou on peut le poser au dernier moment, selon le besoin. Selon le... On part chez les compagnons pour Solar Décathlon. Donc là, c'est un projet dans les Hauts-de-France. Alors, il y a de l'industrialisation ou il n'y en a pas? Alors en fait, on s'est servi d'une compétition universitaire internationale pour poser une question avec 14 autres écoles des Hauts-de-France. Donc ça va de Socio à Sciences Po à 5 écoles d'ingénieurs, écoles d'architecture et de design également. On a posé une question simple: comment massifier la réhabilitation et l'amélioration thermique de l'habitat du nord de la France? En partant d'un postulat, c'est qu'il existait un certain nombre d'études déjà en cours, dont Energy Sprong, qui posaient la question de l'industrialisation, et on s'est dit, et comment on fait quand ça ne marche pas l'industrialisation? Parce qu'il y a tout un nombre de cas où l'isolation thermique par l'extérieur ne fonctionne pas. Et finalement, une des conclusions, parce qu'en fait cette compétition n'est qu'une première marche d'une étude un petit peu plus large, une des premières conclusions, c'est utiliser les matériaux à portée de main, donc les matériaux locaux, les industriels locaux, parce que vous le disiez, on a utilisé par exemple le métis, qui est un isolant recyclé, à partir de coton recyclé. Donc finalement, utiliser les matériaux locaux, associer l'occupant non pas uniquement dans un aspect sociologique, mais aussi dans un aspect technique, c'est-à-dire que quand l'occupant s'approprie une part de la mise en œuvre, de la réhabilitation sur les tâches simples. Alors nous, on a pris l'enduit de terre, par exemple, comme approche. Finalement, on se rend compte qu'il y a une meilleure appropriation, il y a une meilleure acceptation, même d'ailleurs, de ce bouleversement qui est le changement de vie dans une maison un petit peu différente. Et puis aussi la question de la compétence, c'est-à-dire qu'à partir de compétences locales, on arrive finalement assez facilement à avoir des rénovations ambitieuses qui ont plutôt comme caractéristique d'être agréables à vivre que d'être performantes thermiquement, énergétiquement, ce qui est aussi important parce que finalement la lutte contre la paroi froide, on a plutôt travaillé contre la lutte, pour la lutte contre la paroi froide plutôt que de se dire est-ce qu'il est classé C ou est-ce qu'il est classé B. On a travaillé le confort plus que l'étiquette en quelque sorte. Et ça, c'est des travaux qui me semblent intéressants parce que pour la question de la massification, finalement, les entrées, elles sont multiples et c'est surtout pas en les opposant les unes aux autres qu'on arrivera à 100% du patrimoine réhabilité. Dans ce projet-là, on pourrait imaginer des systèmes façades comme monsieur les a décrits finalement. Alors, si vous avez quelqu'un au local qui est capable de vous les faire avec un... Dans les travaux qu'on a portés, on s'est plutôt... on a plutôt travaillé la modification intérieure, parce que quand on voit le nombre de maisons à réhabiliter dans le nord de France ou dans le nord de l'Europe, il y a un certain nombre de cas qui ne pourront pas être réhabilités par l'extérieur. Mais oui, effectivement, dans un cadre de compétences locales, dans un cadre de bâti vraiment dégradé, il est possible d'utiliser des solutions comme monsieur, bien sûr. Vous aurez le mot de la fin. C'était juste, je pense, qu'entre le confort et la performance, il ne faut pas choisir. Ce n'est pas un choix qu'on doit faire. Le sujet, c'est qu'on doit faire du et c'est bien par ces différentes méthodes et approches qu'on doit trouver la façon d'arriver à faire le et. Juste, je voulais préciser aussi, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit zéro énergie. Hein. Y a des projets qui ont déjà été réalisés où on va jusqu'à couvrir la toiture et intégrer en façade les systèmes de production d'énergie. Effectivement, nous, ce qu'on vise, c'est standardiser l'ambition
et absolument pas les moyens d'y arriver, mais standardiser l'ambition pour que de plus en plus les outils industriels, les méthodes s'alignent. Parce que c'est compliqué d'avoir 1000 recettes différentes à fabriquer. Il faut qu'on sache que quoi qu'il se passe, quelles que soient les configurations de bâti, c'est là qu'on veut aller. Et donc aujourd'hui, il y a 25 logements qui ont été livrés en France, à 3 sites différents, un côté d'Amiens, un côté de Lille et un côté de Rennes. Et maintenant, il y a 15 mètres d'ouvrage qui sont engagés à suivre ce niveau d'ambition sur 6600 logements pour les rénover de cette façon, à zéro énergie dans les années à venir, en lien avec tous les acteurs économiques autour de la table et bien d'autres qui seront ravis de se positionner pour nous aider à trouver la meilleure façon et ce que seront les meilleures recettes dans chacun de ces sites où on va sortir en masse les gens de la précarité. Merci beaucoup. On voit bien que c'est un sujet très riche. On a un petit peu débordé et je vous remercie d'être venu nous parler d'industrialisation. On a compris qu'il fallait le faire, pas n'importe comment, donc c'est principal. Merci. Une émission donc à retrouver comme toutes les autres sur notre site internet Bâti Journal et sur les sites de nos partenaires. Merci à vous d'être venus jusque-là.